Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier du coup sur le numérique responsable. On va commencer, je vois que c'est parfait, vous avez toujours laissé des places au premier rang pour les derniers arrivés. Donc je me présente, Sophie Duprat-Caouré, c'est moi qui anime cet atelier. Je travaille au sein de la MONA, qui est la mission des offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, je suis le porte-parole donc de Sébastien et Cédric qui vont animer cet atelier sur la thématique du numérique responsable que vous avez pu commencer à aborder dans la plénière ce matin. Alors je vous rassure, on parlera peut-être pas forcément de moustiques, je sais que ça en a étonné certains, mais on pourra faire des relations qui sont plutôt étonnantes quand on parle de numérique, parce que vous l'avez vu, ce n'est pas quelque chose d'immatériel et on peut faire de vrais liens avec le développement durable. On est ensemble pour 1 heure, on va vous dérouler une petite présentation et je vous propose de garder vos questions pour la fin et de me faire un signe pour qu'on puisse vous passer le micro, tout simplement parce que cet atelier est enregistré et donc comme ça, tout le son passera par le micro. Merci à tous et puis on peut débuter cette présentation. Bien, bonjour à tout le monde, rebonjour à tout le monde. Très heureux d'être avec vous pour parler donc de ce sujet autour du numérique responsable. Et on va commencer à se questionner sur l'irresponsabilité du numérique. Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement à ce numérique. Donc en introduction, on va revenir un petit peu sur ce que j'ai pu évoquer ce matin dans le cadre de cette première intervention. Aujourd'hui, c'est vrai que le numérique, tout le monde a énormément travaillé autour de ces sujets. Les rencontres du National du e-tourisme ont beaucoup participé au développement de tous les écosystèmes digitaux. Un travail considérable a été réalisé. Et on commence à prendre conscience que le numérique a aussi quelques externalités négatives. Donc on reproche aujourd'hui au numérique notamment sa pollution, ses émissions de CO2, ce que j'ai expliqué ce matin. Je rentrerai un petit peu dans le détail de ces émissions tout à l'heure. Situation aussi de mal-être en fait, de pression finalement sur les internautes, sur solliciter, de la pression aussi sociale. On reproche aussi beaucoup à Instagram notamment ces sujets-là. Et puis bien évidemment la question du respect de la vie privée, de la confidentialité des données, le fait d'être traqué en permanence, ce qui est très utile pour nous quand on fait des plans marketing et qu'on veut faire du ciblage publicitaire à ses fins. Mais en matière effectivement de respect des utilisateurs, il y a encore un petit peu à redire. Donc ces mots effectivement du numérique, ils sont de plus en plus présents. C'est plus un nouveau sujet, c'est effectivement plutôt rentrer dans les connaissances et l'esprit connectif. Allez-y, rentrez, installez-vous, prenez place. Il doit rester quelques sièges. On en profite pour faire encore 2-3 réglages techniques. Voilà, parmi les mots du numérique, il y a aussi le fait que ça ne marche jamais quand on a envie que ça marche. Ça marche. Il y a toujours une solution avec le numérique. Voilà, on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, pour faire un focus un petit peu plus sur ces questions de pollution numérique et essayer justement de les mettre en comparaison avec les émissions de CO2 de notre industrie, du secteur du tourisme. Si tu peux mettre la slide suivante. Donc, quand on met un petit peu en comparaison, c'est ce que je disais un petit peu ce matin, l'impact carbone du numérique avec celui du tourisme. Déjà, juste pour citer les sources, l'impact carbone du numérique, il y a une étude qui est sortie en début d'année de l'ARCEP, que je vous invite effectivement à consulter, à télécharger, qui est assez précise sur ce sujet, et qui fait effectivement état de 17 millions de tonnes d'émissions de CO2 à l'échelle de la France, ce qui représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre de l'empreinte nationale, sachant qu'effectivement, dans cette part-là, nous avons le numérique touristique. Ça n'est pas que le numérique touristique, c'est le numérique global. Mais
L'ensemble du numérique, et pour compléter, si je peux te couper, effectivement, tu en parlais tout à l'heure, l'ensemble des terminaux, typiquement les télés que vous avez chez vous, ça pèse dans le numérique. Donc vous voyez qu'on est très très loin de simplement, pour faire simple, les sites web de l'e-tourisme, on est très 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 loin. Donc ça veut dire probablement les 2,5% qu'on évoque, ce sur quoi on pourrait nous agir dans notre industrie, 0,0 quelque chose %. Il faut en être conscient. Hein. C'est l'ensemble de tout le numérique, donc de tous les terminaux et de l'ensemble des usages et de l'ensemble des services. Donc très très, on va dire pas très peu. Hein. On n'est pas en train de dire que le numérique pollue pas, loin de là. Mais les 2,5 sont déjà bien meilleurs qu'à l'échelle mondiale, 4% à l'échelle mondiale. Mais nous, il se trouve que notamment on a un mix énergétique qui est bien meilleur que la moyenne mondiale. Donc on est plutôt mieux que l'ensemble de la planète. Mais encore une fois, ça parle de l'ensemble du numérique, y compris toutes les télés qui sont chez vous, les 3-4 écrans qu'on a tous à la maison, quoi. Donc quand on crée effectivement une balance entre les deux, on voit qu'elle a plutôt tendance à pencher du côté du tourisme en matière d'émissions de CO2. 118 millions de tonnes par an, donc là c'est une étude de l'ADEME, bilan carbone du tourisme français, que je vous invite effectivement aussi à consulter. Les deux sont vraiment particulièrement intéressantes et détaillées. Donc 118 millions de tonnes, c'est 7 fois plus, hein, donc 7 fois plus d'émissions de CO2 en provenance du tourisme, plutôt que du numérique, et sachant que dans cette étude-là, nous n'avons même pas le numérique touristique. Et quand on regarde effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour justement mettre en image ce qu'évoquait Cédric, c'est que quand on regarde dans le détail, on a 80% de ces émissions de CO2 du numérique qui sont en fait dues à la fabrication des terminaux en particulier. Alors toute l'infrastructure, des data centers aussi, mais des terminaux en particulier. Donc de nos smartphones, de nos ordinateurs, des différents objets connectés. Tout ça, ça nécessite effectivement d'émettre du CO2. Et sachant que là, on est uniquement sur le sujet du CO2, on peut imaginer aussi bien d'autres conséquences en matière de matériaux utilisés, en matière aussi d'enfants en fait, hein, qui sont envoyés dans des mines pour extraire des minerais. Donc on est effectivement sur quelque chose qui est quand même loin d'être parfait. Et donc on a effectivement que 20% des émissions de CO2 du numérique qui sont la conséquence de son utilisation. Donc en gros, quand j'ouvre mon ordinateur, quand je regarde un film, quand j'utilise mon smartphone, tout ça c'est seulement 20% finalement des émissions carbone du numérique. Dont une part colossale, notamment sur le streaming. Hein. Tu parlais de regarder des séries et autres. Le streaming pèse là-dedans, dans les 20%, une part colossale. Et effectivement, quand on revient à nouveau en focus sur le tourisme, on se rend compte qu'on a donc sur ces 118 millions de tonnes, donc 7 fois plus que le numérique, une large partie qui est la conséquence effectivement des transports, des mobilités. Mais je pense que vous êtes assez au fait de tout ça. Hein. C'est pas nouveau. On sait depuis longtemps à quel point l'avion est impactant d'un point de vue carbone. Donc voilà, c'est en tout cas aussi le discours que j'avais envie de porter ce matin, c'était de dire on va pas commencer à être anti-avion, mais par contre il faut probablement avoir une approche différente, une vision différente de notre utilisation de l'avion, et en particulier nous on est directement concernés parce que voilà, les 3/4 des émissions de notre industrie sont la conséquence de ces modes de transport. Et contrairement au numérique, là pour le coup, tout à l'heure on avait un mix énergétique meilleur que les autres. Là aussi on est meilleur que les autres, on est première destination touristique mondiale. Bon là on paye un petit peu sur la balance du CO2. Je crois qu'au niveau mondial c'est quoi, c'est 8% il me semble. Le poids du tourisme on est passé à 11. Donc on voit que l'équilibre est complètement inversé. Alors du coup, quand on voit ces chiffres, ces ordres de grandeur, qui est toujours bon de rappeler, encore une fois, ce qu'on vient de vous dire, c'est globalement mettre en perspective les différentes choses. Il ne s'agit pas du tout de dire que le numérique ne pollue pas, loin de là. Effectivement, tu le disais ce matin, le numérique pollue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il s'agit de s'adresser à ce sujet-là. Mais il s'agit surtout de ne pas céder à l'effet de mode. C'est très à la mode aujourd'hui de se dire, tiens, tu le disais, on arrête les chats en pièces jointes, des choses comme ça, on nettoie ses mails, etc. Tout ça, c'est très bien, mais ça participe de l'hygiène numérique, de son hygiène propre, et vider sa boîte mail, c'est déjà alléger sa charge mentale notamment, mais pour la planète ça va pas faire grand chose, c'est comme les 3 gouttes de pipi qu'on fait sous la douche le matin à peu près, donc c'est bien, on a tous l'impression de faire quelque chose, ça participe aussi dans la dynamique et dans l'engagement des équipes, ça fédère autour de ce sujet là, mais il faut surtout pas se sentir on va dire à l'aise et avoir coché les cases du numérique responsable parce qu'on a vidé sa boîte mail, c'est que le point de départ. Donc si on essaye de regarder un petit peu les choses plus globalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un numérique vraiment responsable
responsable, c'est déjà effectivement de ne pas se limiter aux buzzwords, aux mots-clés du moment, hein. Cette fameuse hygiène numérique qui consiste à alléger un petit peu nos propres usages. Et encore une fois, Dieu sait si c'est bon, y compris vraiment pour notre mental. C'est aussi de ne pas forcément faire un rejet systématique sur l'iPhone, Meta, etc. Oui, l'iPhone pollue, mais bon, comme plein d'autres. Alors par contre, ce qu'il faut, c'est l'aborder avec effectivement, bonjour à tous les retardataires, bonjour. C'est l'aborder avec on va dire, des pratiques relativement responsables. Tu parlais de 2 ans, je pense que le renouvellement d'un moyen d'un iPhone, c'est max 2 ans, quoi. L'idée, c'est d'essayer, oui, un iPhone, mais on le renouvelle tous les 3 à 4 ans. Donc, il ne faut pas forcément être dans l'anti-iPhone, dans l'anti-Meta. Meta, on le verra tout à l'heure, est utile. Meta, hein, Facebook, Instagram, etc., pour les non-initiés. Ça va nous être utile. Ça va nous être utile pour travailler ce numérique vraiment responsable. Et puis, l'éco-conception web, alors pour le coup, ça fait quand même des années qu'on en parle. C'est un sujet ça, de 15 ans, ça fait 10 ans, moi, régulièrement je prends la parole sur le sujet, et oui, il faut faire de l'éco-conception. Sauf que quand on a fait de l'éco-conception, on n'a pas coché toutes les cases, loin de là. Et quand on a fait l'éco-conception, on n'est pas non plus obligé d'être, on va dire, à cocher toutes les cases de l'éco-conception. Et il n'y en a pas que 115 pour ceux qui le penseraient. Donc il y a plein de cases à cocher de partout, et l'idée c'est d'avoir une compréhension globale de ce que peut être un numérique vraiment responsable sur l'ensemble des problématiques. Alors c'est d'abord du Green IT. Le Green IT, c'est quoi? C'est de faire de la tech, de faire du numérique responsable, propre, le moins polluant possible. C'est-à-dire réduire l'impact, pour réduire ce qu'on a vu tout à l'heure, l'impact carbone que l'on a évoqué en premier. Ça, c'est globalement le raccourci qu'on peut faire quand on parle de numérique responsable. On pense tout de suite Green IT. Comment est-ce qu'on va dépolluer notre outil? Là, vous avez qu'une toute petite partie de l'iceberg qui a été évoquée, puisque ce qui va nous intéresser ensuite, c'est de traiter l'autre sujet, c'est-à-dire comment est-ce que le numérique, l'IT, va pouvoir améliorer l'ensemble de notre industrie. Comment on va pouvoir se servir de l'IT, du numérique, pour réduire l'impact environnemental de notre métier de base, qui est de faire du tourisme. Comment est-ce qu'on peut réduire l'impact carbone du tourisme grâce à l'IT? D'accord, ça va être ça le sujet central de notre présentation. Et le troisième, qu'on oublie souvent, mais que l'on veut absolument rajouter dedans, c'est qu'il n'y a pas que la pollution. C'est un sujet vraiment majeur en ce moment. Mais il n'y a pas que la pollution, il y a aussi le bien-être, tu en parlais, le bien-être numérique, mais également l'inclusivité, la prise en compte des handicaps, etc. Dans vos destinations, vous avez tous travaillé depuis des années sur la mise en accessibilité des sites touristiques, de vos accueils. Par contre, aucun de vos sites n'est accessible aux handicapés. Aucun. Peut-être un ou deux, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais oui, ok. Vraiment accessible, hein, conforme. Je ne parle pas simplement des plugins qui permettent de. Vraiment conforme, il n'y en a pratiquement aucun. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait de l'IT for good ou IT for human? Comment est-ce qu'on résout d'autres problématiques d'ordre sociétaux à travers nos outils numériques? Alors, par où est-ce qu'on commence sur le Green IT? Eh ben, c'est Seb qui va nous en parler. On va commencer par de l'exemple de choses qu'on a pu expérimenter. On va essayer de vous montrer quelques cas concrets pour ne pas être juste dans du concept et essayer de comprendre un petit peu comment ça peut se mettre en pratique sur les territoires. Donc ça, c'est l'exemple effectivement de l'Office de tourisme de Bordeaux avec qui mon équipe de My Destination collabore depuis un petit moment, et en particulier sur ce sujet, ils ont accepté d'être territoire pilote sur ce sujet autour d'une approche de numérique responsable. Et on a donc testé une nouvelle forme d'accompagnement avec eux. Donc le community management est géré par les équipes de l'Office de tourisme de Bordeaux, et on était là en coaching pour essayer de réfléchir aux prises de parole social media qui ne soient pas uniquement pensées pour de la performance social média, hein. La performance pour la performance, ça n'a que peu d'intérêt, mais qui soit aussi pensé bien évidemment pour répondre à la stratégie touristique. C'est un peu bête ce que je suis en train de dire, mais parfois on peut se poser la question de certaines prises de parole, de quel est le lien véritablement avec la stratégie touristique, et aussi de prendre en compte l'engagement des prises de parole, mais ça on va en parler ensuite avec d'autres exemples, mais surtout on était assez focus sur les émissions de CO2 de ces prises de parole. Alors, vous voyez, à l'échelle d'une publication Facebook qui va toucher
plusieurs milliers de personnes. On est là sur 130 000 impressions dans cet exemple. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de 12 kg d'émissions de CO2. On considère que par rapport à l'ensemble des résultats qu'on a l'habitude d'analyser, on est sur une fourchette qui est plutôt haute. Par rapport à ce territoire-là et par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Donc ça veut dire que la notation, en fait, on va venir faire une notation de cette prise de parole et sur la valorisation du tourisme responsable, on est plutôt pas mal. Sur la stratégie touristique, on est plutôt pas mal aussi. Sur la performance social média, on est plutôt bien. Par contre, en matière d'émissions de CO2, on n'est pas top. Donc ça voudrait dire qu'il faudra essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire un petit peu tout ça. Sachant que malgré tout, réduire ça, c'est souvent très lié au nombre de personnes que je vais toucher. Donc ça veut dire que, c'est un peu ce que je disais ce matin, hein, si on veut faire zéro émission de CO2, on ne touche plus personne et on a réglé le problème. Mais est-ce qu'on a réglé le problème ? Donc c'est cette idée effectivement de l'équilibre entre le Green IT, réduire l'impact carbone, et l'IT for Green, c'est en fait le message que je vais venir porter. Donc voilà, intégrer ça dans le process de réflexion et de la stratégie social media. L'idée, au-delà du social media, c'est vrai sur le web également, c'est d'avoir conscience, d'avoir une compréhension de qu'est-ce qui pollue, pourquoi ça pollue et comment est-ce qu'on peut l'impacter, tout en gardant effectivement cette performance, parce que passer à 100% d'éco-conception, passer à 100% sur l'ensemble des critères pour réduire au maximum la pollution, y compris sur les réseaux sociaux, c'est probablement moins de performance. Alors il faudra regarder de plus près, mais en tout cas on peut considérer que c'est moins de performance. Donc l'idée, ça va être de trouver ce juste équilibre pour s'adresser au Green IT, mais garder le minimum de performance souhaitable. Et effectivement, cette question de la performance aussi, c'est encore une fois, est-ce que la performance, c'est avoir des très gros chiffres ? Si c'est avoir des très gros chiffres pour toucher des gens qui ne nous intéressent pas forcément d'atteindre, moi j'appelle pas ça de la grosse performance. Ce qui importe, c'est d'avoir une performance, une vraie performance. Quelles sont mes cibles ? À qui je souhaite adresser ce message ? Si mes 130 000 impressions, elles ont touché spécifiquement les personnes qui correspondent à celles à qui j'avais envie de diffuser ce message, c'est gagné. Si elles sont toutes hors sujet, du coup ça sert à rien. Donc premier sujet effectivement où on peut parler de Green IT, pour commencer vraiment dans le Green IT, c'est cette fameuse mesure de la pollution numérique de son écosystème. Comment est-ce qu'on pollue pour essayer de réduire l'impact. Le deuxième option, les deux à chaque fois sont cumulatives, c'est travailler au-delà de son écosystème digital sur sa propre structure. Donc là, Sophie nous parle un petit peu à travers l'expérimentation de la Mona d'une des destinations, les Charentes, qui a décidé de faire un gros travail de fond sur le terrain. En effet, on a essayé de vous trouver des exemples et on aurait pu vous en donner pas mal, parce que je suis sûre que si vous réfléchissez bien, vous avez forcément dans votre structure un exemple de Green IT. Charentes Tourisme, ils ont été assez loin avec une stratégie qui s'affiche à l'écran en 5 étapes, et c'est pour ceci qu'on a choisi cet exemple-là. C'est qu'ils ont décidé de traiter la thématique en interne, et ça passe par tout un tas d'actions qui va commencer déjà avec le matériel quotidien, un simple recensement du matériel dont on a à disposition, s'intéresser à qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'on fait de ce fameux matériel qui est planqué dans les tiroirs d'un bureau ou qui ne sert plus depuis des années, comment on assure son recyclage, sa fin de vie, comment on fait en sorte de le renouveler de façon la plus équitable possible, mais on a aussi comment on sensibilise son équipe, sa gouvernance et ses acteurs, tout son écosystème de structure à cette thématique du numérique responsable. On a aussi tout ce qui concerne l'éco-conception des produits. Vous le savez, on est dans un secteur qui innove régulièrement, qui sort régulièrement de nouveaux produits, et comment à chaque fois on va juste se prendre le temps de se poser les bonnes questions, de faire en sorte d'avoir un produit qui soit à la fois utile, mais aussi utilisable et utilisé, et qui puisse perdurer dans le temps, parce que c'est ça le principe de base d'une stratégie durable. Et enfin, on va essayer d'agir sur des champs qui parfois nous paraissent tellement gros et tellement loin de notre activité, c'est le cas du data center, et pourtant, il y a plein de choses qui sont possibles, il y a plein d'entreprises qui existent et qui développent des solutions, parfois au plus proche de chez nous, et c'est ainsi que Charentes Tourisme a délocalisé tout son stockage de données, ce qui lui permet à la fois de protéger la vie privée de ses salariés, mais aussi du public qu'il va toucher, et puis aussi petit à petit d'agir dans le Green IT et dans l'IT for Green.
Donc si on essaye de regarder globalement ce que l'on peut imaginer en termes d'actions à réaliser sur l'écosystème digital pour travailler sur le Green IT, c'est globalement toute la chaîne qui a travaillé depuis, avant même d'imaginer une stratégie, déjà de réfléchir au cycle de vie des outils et des contenus. Arrêtons avec les sites web qui durent 3 ans, arrêtons avec les contenus que l'on produit pour une campagne et qu'on ne réutilise plus jamais, arrêtons avec tout ça, pensons au cycle de vie et après utilisation. Deuxième chose, c'est à partir de ce cycle de vie que l'on a imaginé, un site web typiquement c'est fait pour durer 7, 8, 10 ans sans aucun problème si le socle technique est bon. Après on refait la couche de peinture, hein, bien sûr, on améliore régulièrement le dispositif, mais on ne le refait pas tous les 3 ans. À partir de là, on est capable de travailler sur une stratégie de contenu transversal également. Ça veut dire qu'on n'a pas des contenus qui sont sur les sites web, des contenus sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que c'est 2 services différents, 2 sensibilités différentes qu'on va faire le job 2 fois. On essaye de mutualiser les choses. Quand on va en tournage, on travaille pour l'ensemble des médias, l'ensemble des supports. Sur le site web, on fait de l'éco-conception. On en fait de manière raisonnée, suffisante pour être efficient, sans chercher forcément à cocher toutes les cases. Si on n'est pas à 100%, c'est pas très grave, c'est le juste équilibre qui va être intéressant. La sobriété éditoriale, on allège la stratégie de contenu en imaginant que des contenus qui soient vraiment utiles. Quand on regarde le nombre de ce qu'on appelle de contenus fantômes sur les sites web, c'est hallucinant, le nombre de contenus qui ont été rédigés juste pour rien. Bon, parce qu'ils n'ont jamais été vus, donc c'est là déjà on essaye d'éviter de les produire. Ensuite, on a également des leviers en termes de production de contenu, sur la manière de les produire, sur les déplacements des équipes, sur le shooting, etc. Sur l'optimisation de ces contenus avant qu'ils soient mis en ligne. Quand on voit le poids des pages web dans des sites de tourisme, il y a des fois... Bon bref, on en reparlera plus tard, il y a de quoi prendre peur. Et puis ça va jusqu'à l'hébergement web, c'est-à-dire qu'une fois que le site il est produit, réalisé techniquement et qui va qu'on va avoir intégré les contenus dessus, il va falloir l'héberger. C'est un hébergeur qui se préoccupe des sensibilités, enfin des sujets environnementaux. Donc il y a des hébergeurs qui sont labellisés, pas labellisés, mais qui sont reconnus comme étant verts. Ça permet d'alléger beaucoup de la facture énergétique, notamment dans le mix énergétique de l'alimentation des data centers, dans les systèmes de climatisation, etc. Et puis, dernier point, ciblage des diffusions. Comme tu en parlais, effectivement, ça ne sert à rien d'arroser avec des campagnes qui partent de partout. Oui, effectivement. Et, le ciblage est... Bon, effectivement, on a dit ce qu'on avait à dire là-dessus, mais c'est ce qui va être extrêmement important parce que globalement, plus je vais toucher de monde et plus je vais mettre du CO2. Deuxième axe, donc on a vu le Green IT, on effleure à chaque fois, et puis on essaiera de voir un peu plus globalement à la fin. L'idée, c'est vraiment ce que tu évoquais ce matin. Comment est-ce que vos écosystèmes, sur lesquels vous investissez depuis des années en visibilité, sur du référencement naturel, sur des campagnes, sur le recrutement de fans, etc., sur tout ce que vous avez pu faire depuis des années, vous avez une force de frappe qui est immense. On sous-estime, je suis halluciné de voir à chaque fois comment on sous-estime la capacité d'influence que vous avez avec vos outils. On ne fait pas que de la com, et j'ai envie de dire qu'on fait de moins en moins de la com. Tu disais rajouter de l'information dans la com ou dans la promo, ça serait temps de rajouter du sens parce que vous avez une vraie capacité d'influence. Et je parle d'influence réelle, je ne parle pas d'influenceur, je parle d'influence. Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser vos outils, qu'on va essayer de dépolluer, pour influencer les pratiques touristiques ? Pour faire en sorte que les cibles que vous allez toucher vont, je vais caricaturer pour faire simple, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, mais comment on va faire en sorte que nos visiteurs demain vont venir en train plutôt qu'en avion ou en bagnole ? Première chose. Comment on va faire en sorte qu'ils choisissent des hébergements ou des établissements qui soient écolabellisés ? Comment on va faire en sorte qu'ils viennent faire de la rando ou de la balade à vélo plutôt que du jet ski ou du survol en hélico ? Tout ça, vous avez une capacité à influencer vos cibles touristiques, et ça, c'est vraiment ce que l'on va voir maintenant, c'est comment est-ce que vous pouvez mettre votre force de frappe qui est colossale, c'est un passage obligatoire, tant mieux, vous avez cette force de frappe maintenant qui existe, comment est-ce que vous allez pouvoir la mettre au service du tourisme responsable ? En complément, influencer effectivement vos clientèles, mais aussi influencer en fait les sociopros de votre territoire, parce que vous savez très bien qu'ils regardent précisément tout ce que vous faites sur vos sites web, sur vos réseaux sociaux. S'ils commencent à s'apercevoir que ce que vous mettez en avant, c'est avant tout les acteurs qui sont les plus engagés, c'est aussi une façon d'agir sur l'offre, d'influencer l'offre. Cette influence, elle est aussi là. Donc, alors on a les pics, alors Lola doit être un peu dégoûtée. On a les emojis qui ont un peu sauté. Bon, c'est pas grave. Là, il faut imaginer. On avait quoi là, Lola ? Une montagne, j'imagine. Hein, vous imaginez une petite montagne. On a les bases de la montagne. C'est une montagne de nuit. Hein, c'est comme ça qu'il faut la voir. C'est une montagne sobre. Voilà, exactement. En même temps, oui. On est plutôt
de l'éco-design. Donc, autre exemple, effectivement, donc de cette approche d'IT for Green, on va parler un petit peu plus spécifiquement d'un travail qu'on mène de longue date avec la DT64 sur les marques Pays Basque Tourisme et Béarn Pyrénées, où, un petit peu comme l'Office de tourisme de Bordeaux, on a eu, entre guillemets, carte blanche, et je les en remercie encore une fois, pour expérimenter un certain nombre de choses, notamment autour de cette approche de pollution numérique, mais aussi de faire évoluer la ligne éditoriale, d'être dans cette approche d'un IT for Green, donc de valoriser plus de tourisme responsable sur les réseaux sociaux, voire même de réussir à être sur des prises de parole, 100% des prises de parole qui vont venir intégrer quelque chose à un moment ou à un autre. Alors ça paraît compliqué comme ça, et malgré tout, on a quand même réussi à conserver une véritable performance social média, tout en ajoutant de la sensibilisation. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur les pages Facebook et comptes Instagram, notamment donc, des marques que j'ai citées. Donc plus de mise en avant effectivement du slow tourisme, cette approche aussi de protection des sites sensibles, ou aussi de l'orientation des flux touristiques avec des endroits majeurs, hein, que ce soit en Béarn ou au Pays Basque, où on sait qu'il y a des moments dans l'année, ils vont être extrêmement fréquentés. Ils sont identifiés, il y a un travail d'identification qui a été réalisé par les équipes de l'ADT. Ils nous sont communiqués. Et typiquement, on n'a pas le droit de parler des totems sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit, en tout cas, d'en parler sur des moments forts de l'année. Donc, quand on se dit ça, mine de rien, c'est pas rien, parce que ça veut dire qu'on se coupe naturellement de publications qui vont cartonner. Mais malgré tout, on prend le parti de dire non, on va plutôt faire des focus sur de l'arrière-pays, on va se concentrer un petit peu plus sur du focus sur peut-être de l'artisanat, et ce genre de choses. Et on va quand même réussir à conserver un certain niveau de performance, parce que, encore une fois, sans performance numérique, tout ça ne sert à rien. Et enfin, dernier point, la question de la collaboration avec l'Observatoire, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire avec les autres territoires, et qui est vraiment, en tout cas pas de ce niveau-là, et qui est vraiment quelque chose de super intéressant dans notre collaboration avec la DT64, c'est le fait que les équipes de community management de My Destination sont en contact avec les équipes de l'Observatoire de l'ADT. Chaque mois, il y a une réunion qui est organisée, l'Observatoire touristique nous donne de l'information sur des prévisions de fréquentation, sur des taux de réservation, sur des endroits qui sont plus qu'il faut plus mettre en avant que d'autres, et ça fait bouger live la ligne édito et les prises de parole qui viennent. Numérique utile au tourisme, on y est. Donc très concrètement, en matière de contenu, je vous laisserai aller regarder un petit peu tout ça, mais on va avoir par exemple le guide Instagram Surfer responsable au Pays Basque, dans lequel sont listées un certain nombre de recommandations autour du choix du matériel, autour des codes aussi à respecter, et notamment aussi autour de la problématique des déchets. Donc tous ces messages-là, on va venir les retrouver dans un guide Insta. C'est quelque chose aussi qui va être très présent dans la ligne édito, dans la modération. On sait à quel point la modération est importante sur les réseaux sociaux. En tout cas, l'équipe de My Destination, on y passe un temps de dingue, parce qu'on considère que les réseaux sociaux, c'est pas juste du push pour envoyer des messages, c'est aussi avant tout de la discussion avec des gens, avec des communautés. Donc répondre aux gens, c'est extrêmement important. Et c'est souvent à cette occasion qu'on a la possibilité effectivement de rentrer un petit peu plus dans le détail. Et là, on a même la situation où on a une personne de la communauté qui va venir réagir à une prise de parole plutôt engagée, et qui, par le biais d'une relance du community manager, va venir donner ses propres recommandations. Et là, c'est gagné, parce que à partir du moment où la communauté elle-même va venir abonder finalement de ce type de messages dans les commentaires, ça veut dire qu'en fait ça fonctionne. L'opération va être se met en place. Autre exemple, celui effectivement du comité régional du tourisme d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui on a aussi la chance de travailler depuis le début de l'année, que ce soit avec My Destination et avec Cairn, avec une approche qui est plus focus effectivement sur l'engagement des prises de parole, et en regardant un petit peu plus dans le détail, trimestre par trimestre, côté Facebook, côté Instagram, sur chacun des trimestres, quel a été le niveau d'engagement des prises de parole, et surtout sur ce niveau d'engagement finalement. Donc là, par exemple, on voit que sur ce trimestre-là, alors j'ai peut-être volontairement, j'ai volontairement caché les dates, mais globalement on a sur ce trimestre-là
une neutralité plutôt des prises de parole sur Instagram, alors que sur Facebook, on a un niveau d'engagement qui est un peu plus important. Donc c'est intéressant de se dire, ok, c'est-à-dire que sur Insta, sur Facebook, j'arrive à avoir un niveau un petit peu plus au-dessus. Donc concrètement, comment ça se matérialise? C'est quoi ce niveau d'engagement? Comment est-ce que je pourrais réussir à l'amener aussi du côté d'Instagram? Ensuite, effectivement, l'analyse des sujets à proprement parler. Sensibilisation à la biodiversité, les produits locaux, des activités responsables ou de mobilité douce, d'accessibilité, etc., etc. Donc en gros, on analyse l'ensemble des publications, on regarde sur la base d'une grille de critères leur niveau d'engagement, et ça nous permet effectivement de poser de l'indicateur, tout simplement. Donc toujours sur l'exemple effectivement d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc là on a effectivement alors on ne s'est pas calé avec Camille, je ne sais pas si elle est dans la salle, oui pardon, Camille. Et coucou l'équipe, je me suis permis d'afficher les résultats, d'autant plus qu'ils sont plutôt bons, je trouve, surtout à votre échelle. Donc on a effectivement, par exemple, là, quasiment 50% des prises de parole sur un trimestre entier qui sont considérées comme engagées, donc c'est pas rien. Encore une fois, c'est pas rien. Et c'est des millions de personnes qui sont touchées par l'écosystème digital du CRT Auvergne-Rhône-Alpes. Là, l'exemple qui est mis en avant, c'est le Café Joyeux de Lyon. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans le respect de la nature ou de l'environnement ou des questions de pollution. On est dans cet aspect inclusif, en fait. Donc, Café Joyeux, c'est des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont au service, effectivement, de ce café. Donc, c'est mis en avant, c'est expliqué, il y a de la pédagogie qui est faite là-dessus. C'est aussi ça, le tourisme responsable. Pour essayer de synthétiser ce qu'on peut faire justement sur ce sujet de l'IT for Green, tout d'abord, c'est d'avoir une parfaite compréhension, connaissance de son offre. Vous l'avez dans la plupart des cas, mais est-ce que vous l'avez de manière fine sur ce côté éco-responsable, sur ce côté engagé, sur ce côté inclusif, pour avoir une parfaite compréhension de ce que vous allez pouvoir valoriser dans vos prises de parole. On n'est plus effectivement dans une mécanique où il suffisait de pousser des grands messages, des grandes accroches, des punchlines, etc. pour que ça marche. Là, ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment du sincère, du profond, du réel. Et donc, on a besoin de parfaitement connaître son offre et donc de la qualifier sur l'ensemble de ces volets-là. Notamment, quand on parle de l'offre, alors bien sûr des prestataires, quels sont les prestataires qui sont labellisés, ça c'est le point de départ, mais pas que, quels sont les prestataires qui sont engagés, qu'on va pouvoir valoriser, pour les valoriser, mais deux aussi, tu en parlais, c'est essentiel dans cette mécanique-là, comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les autres prestataires qui sont un peu au milieu du gué, qui ont envie d'y aller, qui ne savent pas trop comment, on va leur montrer l'exemple, et puis surtout comment est-ce qu'on va engager et donner envie à tous les autres qui sont à la traîne derrière. À travers justement cet effet d'entraînement, on peut y arriver. Il y a l'offre, mais également les solutions. On parlait tout à l'heure de l'impact du transport, c'est principalement le gros sujet qu'on a à résoudre. On ne le résout pas de la même manière dans la Creuse qu'à Lyon ou à Bordeaux. Ce n'est pas les mêmes solutions. Donc d'avoir une parfaite compréhension des solutions qui existent ou qui pourraient exister, et ça va être aussi notre job dans les mois qui viennent, d'aller chercher des solutions d'accompagnement pour pallier finalement notamment le dernier kilomètre, parce que globalement, il y a beaucoup de gens qui viendraient dans vos destinations en train, mais par contre, une fois que vous êtes arrivé à peu près à destination, on se démerde. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça, ce dernier kilomètre? Comment est-ce qu'on arrive à faire des choses de bout en bout? Il y a des solutions qui commencent à exister. Donc comment est-ce qu'on identifie ces solutions pour les mettre en scène et en storytelling? Oh, pardon, je croyais que tu voulais intervenir. Deuxième sujet, une fois qu'on a cette bonne cartographie, cette bonne compréhension de l'offre, la valoriser, la mettre en scène dans des prises de parole sur l'ensemble des leviers pour justement avoir cette belle histoire à raconter pour donner envie d'eux. Donner envie d'eux parce que, juste une petite parenthèse, le tourisme responsable, tout le monde veut en faire, par contre personne ne l'exprime. Et personne ne le recherche. Vous avez pratiquement aucune recherche dans Google qui concerne des projets de vacances responsables. C'est pas aussi simple que ça. Donc oui, on a envie d'eux, à condition qu'on nous le propose et qu'on nous en démontre l'intérêt. Mais c'est à nous de faire le job en premier. Il ne faut pas attendre que nos cibles viennent nous chercher sur des thématiques comme ça. Donc il faut que nos prises de parole soient fortes, soient engagées et permettent d'influencer justement ces cibles et surtout de ne pas s'arrêter à l'influence. Dire « venez chez moi en train », c'est super. Mais par contre, il faut le faciliter. Il faut favoriser la conversion. Parce qu'une fois qu'on l'a dit que ça serait bien de venir en train, ouais, mais ok, je fais comment? Débrouille-toi à voir avec SNCF Connect. On peut peut-être essayer d'apporter un petit peu de solutions, avec des solutions, des multiplateformes, avec des choses qui permettent de fluidifier le parcours client jusqu'au passage à l'acte en tourisme responsable. Troisième volet,
Je sais pas, on est en niveau de timing. Ouais, on est pas mal. Troisième volet, c'est l'IT for Good, j'en parlais, notamment vraiment le sujet phare qu'on peut mettre là-dedans, c'est vraiment l'accessibilité, mais il y en a plein d'autres. Mais comment est-ce qu'on se sert de nos outils pour les rendre déjà accessibles à nos différents publics, mais également comment est-ce qu'on valorise à travers de nos outils des offres accessibles, un tourisme inclusif et des choses qui soient un peu plus respectueuses. Donc 2 exemples, hein, pour continuer d'entrer dans les sujets sur des exemples. Pays Basque, qui a été à notre connaissance en tout cas le premier site vraiment conforme RG2A dans les dernières versions bien sûr. Donc conforme, ça veut dire avec un certificat de conformité qu'on voit pas du tout à droite, qui dit ok, on a été audité, on est 100% conforme au RG2A, c'est-à-dire qu'on coche tous les critères de l'accessibilité. On a un autre exemple, donc là c'est nous Think My Web qui ont eu la chance d'accompagner cette destination. Autre exemple, là pour le coup on n'y est pour rien, donc je me sens encore plus à l'aise pour le citer, Clermont-Auvergne Tourisme, qui avait un site qui n'était pas accessible, contrairement à celui que je vous ai montré avant, qui était un site qui a été conçu dès le départ comme accessible. Autre exemple, Clermont-Auvergne Tourisme, qui était un site qui a été développé et qui a été mis en accessibilité. Je ne sais pas si Mathieu est dans le coin. Non, Mathieu. Non, il est dans le métaverse. Il est dans le métaverse, ouais. Mais par contre, ouais. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Donc confirmé, c'est un site qui a été mis en accessibilité a posteriori. Voilà. Donc ça demande un effort à la fois technique, mais également, je prends un tout petit moment là-dessus. L'agence a un gros travail bien sûr à faire sur le développement d'accessibilité, mais surtout les équipes ont un gros travail à faire sur la réalisation, sur la production de contenu, sur l'intégration de contenu. Donc c'est un sujet. Il faut pas être dogmatique. C'est un sujet qui est un gros sujet pour le visite passé. Franchement, globalement, vous doublez pas l'effort de réalisation de votre site, mais quand même pas loin. On est au moins sur un tiers de l'effort à rajouter pour, quand je dis effort, c'est temps passé et budget aussi. Donc ça veut dire que on a un vrai problème, parce que sûrement l'accessibilité, légalement, vous y êtes obligé, vous y êtes contraint de mettre vos sites en accessibilité. Personne le fait et tout le monde se réfugie notamment derrière la complexité et les budgets nécessaires à mettre en place. Mais c'est juste indispensable. Et si on veut faire vraiment des choses éthiques, puisque c'est quand même le volet de cette IT for Good ou IT for Human, la moindre des choses, c'est de s'adresser à peu près à tout le monde et que quelqu'un qui a un déficit visuel, mental, moteur ou autre puisse utiliser vos services comme les autres. Ça serait la moindre des choses. Bon, ça c'est le premier point. C'est le point, on va dire, le plus facile. Je stigmatise un peu là-dessus parce que vraiment c'est le truc un petit peu irritant, on va dire, le point irritant de ce volet. C'est vraiment quelque chose à envisager, à minima, quand vous êtes en train de refaire vos sites web. Et quand on dit ça, parce que je le croise tous les jours, il ne suffit pas de dire qu'on veut un site accessible dans son cahier des charges. Il faut aussi être capable de le suivre, parce que les agences nous disent, nous on veut bien y aller. Par contre, oui, c'est du budget en plus, c'est une façon de faire en plus, c'est des concessions aussi à faire sur certains aspects de conception. Donc c'est des concessions à faire, il faut trouver le juste équilibre, et c'est à ce moment-là que le client dit, bon on verra la prochaine fois. Voilà. Donc, deux sujets sur cette IT for Good. L'idée vraiment de placer l'humain au cœur de la stratégie, c'est des sites et des contenus qui soient vraiment accessibles, mais également qui soient éthiques. Le respect de la vie privée, des données personnelles, le RGPD, qui ne fait pas que nous nous embêter avec les popines qui viennent nous demander l'acceptation des cookies. C'est un vrai sujet, le RGPD, et c'est de la vraie éthique que d'être respectueux de la vie privée, de ne pas traquer pour traquer, de ne pas fliquer les utilisateurs pour les fliquer, et d'être juste sur la juste proportion des choses. On a des destinations, on en accompagne, donc je ne veux pas en parler tant que ce n'est pas fait, mais des destinations qui sont en train de s'engager vers des stratégies zéro cookie, des stratégies cookie-less, 100% RGA, des sites 100% qui cochent toutes les cases, et notamment celle du RGPD, parce que finalement, quand on voit la masse colossale de données que vous récoltez avec Analytics, Google Analytics et les autres outils, et qu'on voit la quantité de données que vous exploitez ensuite, on se dit juste que peut-être les cookies ne sont pas forcément nécessaires. Et je ne critique pas en disant ça le fait que vous n'utilisiez pas les données, c'est juste que voilà, c'est disproportionné. Et on s'en sort très bien sans. Deuxième sujet, c'est l'IT for Human. Comment est-ce qu'on valorise le pendant de l'IT for Green, comment est-ce qu'on valorise un tourisme plus inclusif, plus respectueux des populations, des environnements, des écosystèmes, un tourisme raisonné, acceptable, porteur de sens, etc. Donc au même titre qu'on avait le côté green à valoriser à travers le IT for Green, la même chose sur le côté humain ou le côté good selon la sensibilité que l'on veut. On l'a vu, 3 volets.
Green IT, IT for Green, IT for Good, là vous commencez à vous décomposer, dire ok ça va me mettre un budget x5 et mon site sortira dans 2 ans et demi et mes réseaux sociaux je les ferme. Est-ce que c'est possible d'y aller vraiment? Oui, c'est possible. On donne un exemple ici d'un Lyon qui n'est pas encore en place, c'est en train de se faire, en tout cas la trajectoire elle est là surtout dans une vision globale. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, tout ce que Sébastien vous a dit depuis le début, si on travaille avec des destinations qui ne sont pas engagées sur le fond, ça ne sert à rien. Donc déjà, le prérequis de base, le point de départ, c'est une destination engagée sur l'ensemble des valeurs que l'on a pu évoquer. C'est le cas de Lyon qui a vraiment travaillé sur ce sujet d'engagement sur une stratégie 2021-2025 pour un tourisme plus responsable. Bon, on s'est retrouvé avec l'équipe, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Aller au bout des choses en fait, aller cocher toutes les cases qui soient cohérentes avec ce que vous faites sur le terrain, comment est-ce qu'on peut y aller. Donc sur le Green IT, éco-conception, on a poussé les curseurs aussi loin que raisonnable, pas à fond, on ne sera pas 100% éco-conçu parce qu'il y a un moment c'est juste une question d'équilibre et de bénéfice versus perte tout simplement. On a un socle technique qui est durable. Pour info, le socle technique qui va être utilisé pour la refonte qui va durer 7-8 ans, il existe depuis déjà 15 ans. C'est toujours le même socle technique qui existe depuis le début, donc on ne refond pas typiquement toutes les composants métiers techniques d'intégration du SIT par exemple, ça n'a pas bougé. Ça n'a rien changé. Le moteur est toujours le même. On est juste en train de changer la partie visible de l'iceberg. Tout le reste est encore là. Donc déjà, rien que le cycle de vie est intéressant. IT for Green, comment est-ce on déploie une stratégie de contenu responsable? Comment est-ce qu'on valorise ces offres responsables? Ça, c'est quelque chose qui a été engagé depuis bien longtemps à l'Office de tourisme. Et IT for Good, comment est-ce qu'on valorise ce tourisme plus raisonné, inclusif? Je vous rappelle que Lyon a été Smart Tourisme, capitale européenne du tourisme, Smart, pardon, il y a quelques années. C'est vraiment là-dessus. Donc on est sur tous ces volets-là et également sur une conformité RG2A qui va être en cours, le temps de finaliser les audits et ajustements. Si on voit ça en image, cet écosystème il se traduit à travers 3 éléments. Le premier à la Lyonnaise, qui est un site qui a été lancé il y a un peu plus d'un an à peu près. D'ailleurs, il y a Camille qui nous fait un atelier sur le sujet, je crois, cet après-midi. À la Lyonnaise, c'est un site qui est, on va dire, inspirant aussi bien pour les Lyonnais que pour les visiteurs, qui s'adresse à des habitants, ce qu'on appelait à l'époque, dans nos réflexions avec François Gaillard, les habitants d'un jour, d'un week-end, d'une semaine ou pour toujours, quoi. C'est vraiment cette logique de on vit Lyon, on vient vivre Lyon à la Lyonnaise et non pas visiter Lyon. Premier sujet donc à la Lyonnaise. Deuxième sujet qui est en cours de travail et qui va arriver sur l'automne. Tu peux passer la suite. Un nouveau site beaucoup plus mainstream, grand public, sur la séduction et l'envie de venir à Lyon. Donc lui, pareil, éco-conçu au maximum et avec, typiquement, quand je vous parlais de rendre les choses faciles, d'engagement, on a la traditionnelle petite pastille, nos engagements, enfin les engagements du bistrot des Voraces, pour expliquer en quoi, effectivement, cet établissement est éco-responsable. Mais on va associer à nos fameuses cartes de situation de l'établissement, qui, soit dit en passant, ne sont pas une carte appelée en live, ça sert à rien typiquement. 98% des sites ici mettent un appel à Google Maps ou OpenStreetMap. Je ne dis pas en termes de consommation énergétique ce que ça représente. Donc non, là c'est une simple image statique qui nous donne le point de géolocalisation. Si on clique, on va directement voir plus d'infos dans une grande carte. Mais surtout, on va associer à ce point de localisation le j'y vais en mode responsable et on va donner les accès en bus, en métro, en trottinette électrique et tout ce qu'on veut, en tout cas en mode doux. On va également, j'avais pas vu qu'il y avait le zoom en bas à droite. Donc l'ensemble des modalités, alors c'est facile parce qu'on a OnlyMove à Lyon, donc il y a une plateforme multimodale donc qui nous permet de faire ça. On aurait pu le faire différemment si ce n'était pas le cas. Voilà, on commence à être à la bourre normalement si tout va bien. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tout va bien, on est à la bourre comme prévu. Donc, pour vous parler maintenant, une fois qu'on a posé un peu tous ces sujets, donc on en a parlé d'équilibre entre du Green IT, de l'IT for Good, du numérique responsable, du tourisme responsable, ce qu'on a essayé de mettre en place chez My Destination, qu'on a mis en place en parallèle de nombreuses discussions qu'on a pu avoir avec Cédric autour de tous ces sujets, c'est finalement un outil de pilotage, un outil qui soit en capacité de prendre en compte un petit peu tous ces éléments. Donc on va regarder effectivement sur la slide d'après. Donc l'année dernière,
l'ensemble des territoires avec lesquels nous travaillons, on est venu les passer au crible d'une première version d'un algorithme qui a été d'abord développé côté social media par les équipes de My Destination, qui prenait en compte à la fois de la performance digitale, que vous trouvez plutôt du côté gauche, de la performance social media, que vous trouvez plutôt du côté gauche, avec des questions de performance en matière de taux d'interaction ou de vue de vidéo, et du côté droit, plutôt des questions de niveau d'engagement, non pas au sens du taux d'engagement des réseaux sociaux, mais plutôt le niveau d'engagement des prises de parole. C'est-à-dire, est-ce que je valorise ou pas du tourisme responsable, des éco-gestes, des acteurs engagés, etc. Donc avec une notation de chacune des prises de parole qui permet effectivement de donner un score à ce résultat de ces prises de parole. Et enfin, la question de la pollution numérique, en se disant, globalement, comment est-ce que je me positionne à l'échelle de mon territoire en matière d'émissions de CO2. Donc, des critères divers et partagés avec l'ensemble des territoires analysés. Et du coup, avec non pas le détail non, on n'a pas réalisé un classement, c'est ce que je veux dire. On n'a pas fait un classement des destinations les plus vertes sur les réseaux sociaux. On ne veut surtout pas rentrer là-dedans. Par contre, la possibilité pour la destination d'avoir ses propres résultats et d'avoir une moyenne des territoires analysés et de voir un petit peu comment est-ce qu'on se positionne par rapport à d'autres, sans forcément savoir connaître les résultats des autres. Et ça, effectivement, ça vient donner une étiquette, tout simplement. Et c'est donc un outil de pilotage qui sait que, là, typiquement, sur la performance vidéo, je suis un peu en dessous par rapport à d'autres. Effectivement, c'est plutôt problématique parce qu'en matière de pollution numérique, je suis aussi un peu moins bon que les autres. Donc, ça veut dire que non seulement je fais peu de vidéos, mais en plus de ça, je suis plutôt pas suffisamment performant, on va dire, en matière de pollution numérique. Donc c'est voilà, trouver un petit peu quels sont les leviers sur lesquels on peut agir, utiliser ça en outil de pilotage. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on a déployé sur une trentaine de territoires et on a analysé plus de 10 000 publications à la main dans un premier temps. Donc je remercie encore les équipes de My Destination qui ont fait un travail considérable là-dessus. On s'est vraiment tous mobilisés pour venir appliquer cette grille de critères partagés et pour pouvoir véritablement expérimenter tout ça. Dans une approche véritablement de test and learn, avec quelque chose de vraiment très partagé avec Cédric et Géraldine. Et à l'issue aussi de toutes ces expérimentations, notamment dans les retours qu'on a eus, c'est que social media, super intéressant, mais pas suffisant. Il y a un moment, il faut réussir à l'appliquer à un écosystème digital dans sa globalité pour que ça soit suffisamment pertinent. Et c'est donc effectivement ce qu'on a développé, pour le coup, un petit peu plus dans le dur et dans le concret avec Cédric et Géraldine, avec le lancement d'un progress score qui n'est plus uniquement social media, mais qui est sur l'écosystème digital dans sa globalité, et dont je vais laisser la main à Cédric peut-être pour nous en parler. Allez, merci. Bon, c'est le petit moment autopromo rapide, mais on va pas, vu qu'on est à la bourre, on va pas en faire trop. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on vous invite bien sûr à venir boire une bière sur le stand. Et puis, on pourra parler aussi de Progress Score. L'idée, effectivement, c'est comment est-ce qu'on passe de cette expérimentation déjà bien aboutie à quelque chose de plus global et de plus profond. Quelques mois de travail, pour parler en moi, on arrivait à développer un algorithme commun web et réseaux sociaux qui nous permet d'évaluer l'ensemble de l'écosystème sur à peu près une centaine de critères divers et variés, sur 4 axes globalement: la performance digitale, l'éthique, les engagements RSE et la pollution numérique. Donc globalement, ça nous fait l'ensemble de tout ce qu'on a évoqué depuis le début, nos 3 axes, IT for Green, enfin Green IT, IT for Green, IT for Good. Ces 3 axes, on les a mis dans le même paquet pour évaluer les écosystèmes. C'est tout frais, ça vient à peine de sortir, c'est même plutôt encore en mode pilote. Là-dessus, on est accompagné, c'est pas accompagné, on travaille beaucoup, notamment avec la destination de La Rochelle, qui nous a fait confiance là-dessus pour monter, on va dire, ce premier pilote. Donc c'est encore un peu expérimental, on est vraiment sur la phase de lancement. L'objectif, je vais vous en montrer un petit peu quelques images, l'objectif pour nous, c'est d'apporter des solutions pour répondre à ce qu'on a évoqué en première partie, c'est comment est-ce qu'on arrive à être conscient et mesurer les choses et s'inscrire dans une démarche de progrès pour améliorer son écosystème. C'est vraiment ça l'enjeu. Mais le deuxième enjeu, tu l'as évoqué Seb, et on le voit d'ailleurs à travers la superposition sur le radar, c'est comment je me situe par rapport aux autres. Et ça, notre ambition, c'est pour ça qu'on voulait le présenter aujourd'hui, c'est pas pour vous vendre la cam,
c'est pas le sujet, encore qu'on serait très heureux, mais c'est surtout de se dire comment est-ce que dans les mois qui viennent, on va se fixer un objectif qu'on n'a pas encore fixé, donc je ne vais pas vous le donner, ça sera peut-être 12, 18, 24 mois. Comment est-ce qu'on arrive à prendre l'ensemble de notre industrie, de la communauté, pour la mettre en gros dans cette base de données, pour faire simple, pour pouvoir se comparer et voir comment est-ce que l'industrie évolue et comment est-ce que vous pouvez vous challenger par rapport aux autres. Alors bien sûr, quand vous êtes loté de Bordeaux, vous n'êtes pas loté de je ne sais quelle destination, qui serait une destination, sans parler de gros et petits, hein. Bordeaux, c'est pas la même destination que Valto. Valto, c'est pas la même destination que Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Donc l'idée, c'est comment... Pardon, je suis désolé. Ça vient. Comment est-ce qu'on arrive à se comparer entre destinations comparables. Donc là, on est en train de réfléchir, c'est la deuxième étape pour nous projeter un petit peu dans les mois qui viennent. Comment est-ce qu'on arrive à définir des cohortes de destinations qui nous ressemblent? Avec nous, un point central, et on le dit tout de suite pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il ne s'agit surtout pas d'un classement, il ne s'agit pas d'être les meilleurs, il s'agit d'être sincère. Ça veut dire que vous allez vous voir par rapport à d'autres sans connaître les autres. Il ne s'agit pas de dire comment je suis par rapport à mon copain en connaissant le copain. C'est comment vous êtes par rapport à votre cohorte. Une cohorte étant définie par un certain nombre de critères de touristicité, de taille, de typologie, etc. Bon, voilà, c'est juste pour vous donner un peu de perspective. Maintenant, une fois que c'est fait, je vous montre rapidement quelques images. Pas du tout. Il fallait juste cliquer là, normalement, si tout va bien. C'est où? Bon, je laisse faire. Ah. Bon, cela dit, on va surtout peut-être... Voilà. C'est quoi que tu disais tout à l'heure sur la tech? Ah, l'effet des mots, hein, on connaît. Donc, a priori, on n'a pas de connexion réseau, c'est pas grave. Si, entre-temps, si jamais on n'y arrive pas, voilà, pour ceux que ça intéresse, on est bien sûr, je pense que vous avez vu un stand fond blanc un peu visible. Si vous voulez venir nous voir, on vous montrera tout ça. C'est pas... Non, il n'y a pas de réseau. Bon. Entre-temps, on va peut-être prendre vos questions, parce que j'imagine qu'il y en a quelques-unes. Et puis, si entre-temps la connexion revient, on vous montrera ça un petit peu plus dans le détail. Tu voulais rajouter un mot avant les questions? Pas du tout. Allez. À vous. Questions, réflexions, un partage d'expérience, tout est bon à prendre. Allez, c'est toujours le plus compliqué, c'est la première. Cadre de label vert, pardon. C'était juste pour savoir au niveau de l'hébergeur OVH si eux ils rentraient dans ce label vert. Ils font des efforts. Oui. Je vais plus globalement vous retourner. Vous avez un site qui est super bien fait, c'est Green Web Foundation, qui vous référence les sites qui sont. Alors pas tous les sites qui sont préoccupés, tous ceux qui ont fait la démarche, on va dire, d'aller jusqu'à se référencer. Il y a des hébergeurs qui font le choix de ne pas y aller pour différents critères, mais qui sont tout aussi engagés. Donc c'est un peu plus fin. Mais déjà, si vous allez sur le répertoire de Green Web Foundation, ça vous donne déjà une première idée. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Sachant que, alors j'en profite ici, ce qui va être important dans ce que l'on se dit, si on veut cocher toutes les cases, c'est d'avoir un hébergeur qui soit vert, mais également hébergé en Europe, dont les serveurs sont en Europe, pour le côté RGPD, pour le coup. Donc ça veut dire que vous allez devoir choisir un hébergeur qui soit plutôt en France ou en Europe. Et quand je dis en Europe, c'est un tout petit détail, mais pas forcément Europe au sens où on l'entend. Typiquement, la Suisse fait partie des territoires qui sont habilités à proposer des hébergements RGPD. Et vous avez notamment un hébergeur qui est Infomania, qui est au top du top, qui est celui qui va le plus loin dans ce sujet, qui est en Suisse et qui coche toutes les cases du RGPD malgré qu'il ne soit pas dans le... C'est bon, ça marche du coup? Ouais. Allez, vite fait. Ouais, il y avait d'autres questions? Sinon, je vous laisse tourner le truc en parallèle pendant qu'on prend des questions. N'ayez pas peur, je vais vous passer le micro, comme ça vos questions sont enregistrées en direct. Bonjour. Est-ce que vous auriez la capacité d'analyser l'intérêt des différentes cibles en fonction du tourisme responsable et engagé, de savoir comment réagissent les jeunes versus les moins jeunes? Jeunes, moins jeunes, faut voir. On se croise après. Non, alors, je rebondis quand même sur cette question pour apporter une réponse légèrement un pas de côté. Ce qu'on va justement essayer de mesurer, c'est effectivement la performance réelle des contenus engagés. Je vrille un tout petit peu la question, j'en suis conscient, mais c'est de mesurer comment est-ce que les contenus que l'on produit avec un engagement sont perçus et engagent sur la suite du parcours client. C'est vachement important parce que c'est un des principaux enjeux, c'est de mettre ces contenus sur le devant de la scène, de les rendre visibles et d'avoir des parcours clients derrière qui fonctionnent.
Il ne s'agit pas, ce que je disais tout à l'heure, de dire venez en train et puis de s'arrêter là. Donc comment est-ce qu'on a un objectif par rapport à un contenu engagé, cet objectif, comment 3-4 pages après, il arrive à être transformé. Par rapport à l'âge, je vais plutôt balancer la patate à Seb sur les réseaux. Côté web, non, il n'y a rien de fiable de ce côté-là. Et puis juste ce que j'ai dit par rapport aux cookies avant, je pense que c'est pas trop la peine d'en faire. Côté réseau, on connaît Meta et Facebook, hein, eux, ils connaissent tout sur nous, donc effectivement, on va avoir 2-3 infos et c'est pas forcément quelque chose qui est intégré dans l'algo du Progress Score, dans les 100 critères qu'on a évoqués. Par contre, effectivement, c'est quelque chose qui est faisable. Hein. Bon, peut-être plus au niveau des campagnes publicitaires, où là, on a un détail d'audience et sur la base des critères d'engagement, on peut venir faire matcher tout ça. Ça me paraît faisable et intéressant. Allez, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, devant. Non, c'est bon. Vous voulez que je répète ou pas? Non, ça va. Bon, en fait, comment, en tant qu'acteur du tourisme, on peut faire le tri dans tout ce qui nous est proposé comme application, comme nouvelle solution, rester moderne, rester compétitif, faire venir des gens, mais en les faisant venir autrement. Enfin, voilà, on est un peu noyé, je pense, dans tout ce qui nous est proposé aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a des accompagnements qui se font là-dessus, peut-être? Je crois que c'est un peu ce que je voulais dire ce matin. C'est que je crois que c'est pas qu'une question de tourisme, c'est je veux dire, c'est juste notre quotidien en fait. On est tous dès qu'on veut se sentir un petit peu concerné par ces sujets, on est confronté à de la dissonance cognitive. On veut faire bien, mais il y a ça, mais il y a ce truc. Donc en matière effectivement de numérique, c'est hyper présent et c'est difficile de réussir à faire des choix. Et c'est pour ça que on a cette volonté de réussir à créer un équilibre. Après, encore une fois, je suis ni anti-avion, ni anti-métaverse. Faut pas être dogmatique. J'essaye d'avoir une vision la plus pragmatique possible. Mais par contre, c'est sûr que dans la tête, c'est parfois compliqué, on va pas se mentir. Hein. Juste pour compléter très rapidement, je ne sais pas si c'est une question de choix ou une question de priorité et d'affectation de moyens des priorités. C'est-à-dire que si on peut tout faire, pourquoi pas aller voir du côté du métaverse ce qui s'y passe. Je ne suis pas sûr que parmi vous tous dans la salle, il y ait beaucoup de gens qui soient en capacité humaine, financière, intellectuelle, etc., de vraiment aller s'intéresser au métaverse quand on voit tout ce qu'il y a d'autre à faire avant, j'ai envie de dire. Ça, c'est un jugement un peu personnel, en tout cas c'est le mien. S'il y avait que ça à régler comme problème, très bien. Mais voilà, je ne vais pas tomber dans la facilité de ouais, tous ces milliards, mais on pourrait sauver le monde avec. C'est un peu facile, mais quand même un peu. Il y a un peu de ça derrière. C'est quelle est la priorité et est-ce qu'on n'a pas des choses peut-être plus urgentes et avec plus de sens, voilà, juste pour boucler sur le métaverse. Après, bon, ça va faire fabriquer des casques typiquement, c'est bien. Faire mal. D'autres questions ? Bonjour. Donc moi j'ai bien saisi la notion de IT for Green, je pense. Par contre, j'ai pas forcément saisi les actions à mettre en œuvre pour œuvrer vraiment pour le Green IT. Parce que vous avez abordé, donc si je restitue ce qui m'a un peu marqué, le coût des cookies effectivement sur nos sites dont on ne fait rien, il ne faut pas se leurrer. Donc ça effectivement je pense que c'est un paramètre très très technique qui est gérable. Après en termes de contenu, vous avez parlé de effectivement le poids de nos pages web. Vous avez un DICO de bonne conduite, c'est-à-dire que sur une page web, si à l'heure actuelle on a 3 vidéos, il en faut qu'une et de tel poids, un visuel s'étend, parce que bon, ça a été la mode des bannières de dingue sur les sites web, et on parle de mode qui n'a pas 15 ans non plus. Hein. Qui est encore de mode. Voilà, j'hallucine aussi quand je vois votre petit screen là,
sur le fait que la géoloc maintenant est figée, alors qu'il y a encore 3 ou 4 ans, on nous parlait d'itinérance et qu'il fallait tomber sur une Google Map, faire itinéraire et partir. Donc je suis très sensible effectivement à l'engagement responsable et à titre perso et professionnel. Mais du coup, il y a un code de bonne conduite sur des choses qui ne sont pas énormes à mettre en œuvre, mais qui à notre échelle peuvent l'être facilement et rapidement. Alors, facilement et rapidement, difficilement, ça serait trop simple. La seule règle qui peut compter de ce niveau-là, c'est juste de se poser les questions et d'avoir conscience et du coup de poser des vraies questions. Typiquement, là, ça tombe bien, on est sur l'écran qui valorise justement le Green IT et qui vous donne une compréhension sur un site qui, ici, aujourd'hui, quand vous regardez la pollution numérique de ce site, vous n'allez peut-être pas arriver à lire de loin, mais on a un poids moyen, enfin une émission de CO2 moyen de 0,76 grammes par page. Ça vous dit rien. Nous, on va vous dire que c'est plutôt pas terrible. Ça pollue, quand on rapproche à l'ensemble des pages et à l'ensemble de l'audience de ce site, 2,13 tonnes par an. Là, ça commence à peser. 2 tonnes, c'est un aller-retour New York, hein, globalement, en avion. Et on vous explique comment. Ici, en images, 47% de cette pollution, c'est des images. Ça commence à faire pas mal, mais ça, c'est classique. Par contre, 38%, c'est des scripts. Le script, ça sert à quoi? Ça sert à faire des jolies choses dans des trucs qui bougent. Pour faire simple, je caricature. Hein. Pardon pour les agences web qui sont dans la salle. Les scripts, ça ne devrait pas peser 38% pour ce qu'on a à faire sur un site web. D'accord? Ça, c'est pas à l'échelle d'une page, comme vous pouvez l'avoir sur l'ensemble des outils qui sont accessibles au grand public. C'est sur l'ensemble des pages du site qui ont été consultées sur une année, rapportées à l'audience. Donc c'est des choses, on va dire, concrètes. Donc à partir de là, on vous livre en gros, pardon, je fais un peu de promo, j'en profite. On vous livre l'outil en termes d'analyse, mais après on vous livre l'ensemble des données. C'est-à-dire que là, ça c'est le côté web. Là, vous avez l'ensemble des pages. Et là, vous avez l'ensemble. Alors, toutes n'ont pas des données parce que certaines n'ont pas été consultées. Je vous laisse admirer le côté page fantôme. D'accord ? Toutes les lignes blanches, c'est des pages qui n'ont pas été consultées sur la dernière année. La pollution numérique qui est associée, unitaire. Et puis après, l'ensemble des données. Et là, on va vous donner des colonnes sur l'ensemble des éléments, vous dire que sur l'ensemble des pages, vous allez pouvoir filtrer, trier et voir celles par exemple qui ont le plus d'images ou d'images les plus lourdes, celles qui ont le plus de scripts. Et là vous allez rendre compte que sur ce site-là par exemple, vous avez beaucoup de scripts qui en fait sont posés sur toutes les pages, mais utilisés par 2 pages. C'est ce genre de choses. Donc il faut se poser les bonnes questions, et typiquement l'exemple que je donnais sur la géoloc, ouais, en fait, j'étais en agence web, hein, et j'avoue qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question. C'est beaucoup plus simple d'appeler une Google Maps dans une page. Beaucoup plus simple. Ben, en réalité, ça ne sert à rien. Parce que ce que veut l'internaute à ce moment-là, c'est déjà l'info sur un établissement, sur un restaurant, un hébergement, etc. L'info globale, puis accessoirement où il est positionné. Ça, une simple image statique nous permet de le faire. Ça pèse 0 dans le poids de la page. Et à ce moment-là, si ça l'intéresse, en gros, il va cliquer et il va avoir l'info. La stratégie, on va dire, la seule règle, quand je vous dis se poser les bonnes questions, c'est se poser la question de quel est le besoin, quelle est l'intention de mon utilisateur au moment où il arrive sur cette page. Et il a un certain nombre de choses qui sont secondaires. Le prioritaire, on le met sur la page. Le secondaire, on le met juste à côté, au survol, par-dessus, etc. Et c'est à ce moment-là, quand il va demander l'info, qu'on va le lui charger. En gros, c'est ce genre de petite stratégie. Mais il n'y a pas de guide de bonne pratique, si ce n'est de faire simple et léger. Une dernière question, pardon, pour respecter le timing. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, là-bas à gauche. Juste là-bas. Ah, Thomas. Merci pour cette présentation. Pour l'analyse des sites internet, au niveau des SIT, ça se passe comment du coup par rapport au Progress Score? Est-ce que ça génère beaucoup de contenu, beaucoup de pages? Est-ce que du coup c'est... Tu les vois les pages SIT? J'ai pas une assez bonne vue là d'ici. Ouais, c'est un peu volontaire. Hein. Non, après, je vais être honnête, les données sont bien sûr fake. On n'a pas voulu donner les vraies données. Donc c'est des fausses données pour respecter l'anonymat à ce stade-là. Mais globalement, c'est représentatif. Par contre, les chiffres ont été changés, mais c'est bien les vrais, on va dire, une situation réelle. Pour revenir sur la question du SIT, oui, ça génère beaucoup de contenu. Beaucoup ne sont pas vus, jamais.
pour différentes raisons. Pour autant, voilà, est-ce qu'il faut l'enlever? Non, probablement pas. Mais par contre, là aussi, l'idée, ça va pas être de taper sur le SIT, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer au mieux, comment est-ce qu'on peut réduire son impact et de faire en sorte que ce soit un petit peu plus efficient. Mais en tout cas, oui, on a prévu que l'outil puisse donner de la visibilité sur tout ça. Donc ça veut dire que l'ensemble des pages sont analysées du site, qu'elles soient édito ou SIT, pour avoir une compréhension de là où ça se passe, quoi. Après, dans certains cas, on est capable d'aller un peu plus fin, c'est-à-dire de regrouper par catégorie, quand les éléments techniques nous permettent de faire, d'isoler de l'édito et du SIT. Donc là, on va pouvoir faire des battles. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais en effet, il ne faudrait surtout pas réduire le périmètre d'analyse du site de destination au contenu édito. Le SIT fait largement partie de la chose. Il est l'heure, on va peut-être s'arrêter là pour les questions. En revanche, je vous encourage à aller voir Sébastien et Cédric et toutes leurs équipes qui vous attendent juste en haut. Vous ne pouvez pas le manquer, vous avez repéré la petite typo sur le stand de Cairn. Et on tenait à vous remercier et puis à féliciter Sébastien et Cédric pour cette présentation.